Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour ce webinaire CEP, un diagnostic qui fait peur. Donc, tout à l'heure, on va se connecter avec le docteur Bonvin qui va mener la conférence. Et donc, moi, je vais juste très brièvement vous expliquer le programme. Donc, aussi pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et donc là, on va avoir une demi-heure de conférences sur la thématique du diagnostic et de la sclérose en plaques. Et à la fin, vous aurez une bonne dizaine de minutes pour poser des questions, donc par écrit. Pour ça, vous avez tout en haut à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange. Et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, il y a un onglet questions. Donc, c'est par ce biais-là que vous pouvez faire parvenir vos questions. Et moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Monsieur Bonvin qui vous répondra en fait en direct. Voilà, donc moi, je vous souhaite un très bon webinaire et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Monsieur Bonvin. Voilà, merci. Voilà, bonjour Monsieur Bonvin. Alors, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas encore. Alors, juste un petit instant. On voit votre présentation par contre. Voilà, je pense que vous m'entendez. Voilà, parfait. Ma webcam, vous devez me voir aussi. Voilà, parfait. Donc, bienvenue en tout cas pour ce webinaire. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, merci la Société suisse de la sclérose en plaques pour m'avoir permis justement de faire cette petite présentation sur la sclérose en plaques et en particulier les traitements dits symptomatiques et les problèmes symptomatiques. Voilà, donc la sclérose en plaques, c'est un diagnostic qui fait peur, évidemment, tout le monde le sait, les patients, les familles, les médecins aussi. C'est un diagnostic qui est difficile à entendre au début et qui est chargé de toute une émotionnalité importante dans la société. On voit que quand on lit les journaux et la presse, on tombe classiquement sur les articles comme celui que vous voyez en face de vous. Sclérose en plaques quand la vie s'effondre à 20 ans. Voilà, et on voit typiquement un enfant, un petit qui marche avec un adulte et puis qui finit en chaise roulante. C'est cette grande hantise générale. Alors, c'est vrai que c'était le cas de la maladie de la sclérose en plaques, souvent dans les années 60, 70, 80, quand on avait malheureusement ce diagnostic à ce moment-là. Mais depuis ces dernières années, grâce à l'évolution des traitements, on a la chance d'avoir peut-être un devenir qui n'est pas aussi dramatique que celui-là. Vous voyez que parmi les maladies redoutées, là c'est par les Français, c'est un sondage qui a été effectué en France, mais les chiffres seraient tout à fait superposables et répétitifs en Suisse si on le faisait ici ou ailleurs en Europe. Vous voyez qu'il y a le cancer, la maladie d'Alzheimer, les AVC, les infarctus, maladies cardiovasculaires, le sida, et la sclérose en plaques vient en 5e position. C'est donc une maladie en soi qui est redoutée et on a l'impression que si le diagnostic est celui que le médecin nous fait, on a possiblement des problèmes et des difficultés qui vont être au long cours. Alors, on sait qu'en Suisse, c'est à peu près un nouveau cas par jour en moyenne. C'est assez difficile de savoir d'ailleurs exactement quelle est l'épidémiologie suisse, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas vraiment de database exacte et exhaustive de tous les cas. C'est pour ça qu'on essaye d'ailleurs d'inviter tous les patients à s'inscrire au niveau de registre suisse de la CEP. On peut voir sur le site d'ailleurs de la Société suisse de la sclérose en plaques, ça permettrait vraiment d'avoir une bonne idée de ce qui est effectivement présent. Mais on estime en tout cas en Suisse qu'on a à peu près un nouveau cas par jour et 12 à 15 000 personnes qui sont atteintes. Les symptômes apparaissent, comme vous savez, en 20 et 40 ans. C'est la deuxième cause de handicap. Et puis les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes, avec un message important: aucune CEP ne ressemble à une autre. Ne vous comparez pas, ne vous comparez jamais dans votre histoire, dans vos traitements. Vous pouvez partager des informations entre vous, mais c'est vrai que la comparaison n'est vraiment pas raison, en l'occurrence de cette maladie, parce que les choses sont très différentes et suivant le niveau d'atteinte,
au niveau du système nerveux, vous n'avez pas des symptômes identiques et pas donc les mêmes types de traitements que vous aurez besoin pour améliorer votre situation. L'origine exacte en soi n'est pas connue, mais on connaît quand même beaucoup d'éléments. Et on sait aujourd'hui que c'est une intrication, en tout cas, de plusieurs facteurs qui semblent jouer certains rôles. La génétique, qui n'est pas très forte, mais on sait qu'on a un risque particulier si on a des proches qui sont touchés. Un environnement qui est important avec un manque de soleil, un appauvrissement en vitamine D. Si on vit sous certaines latitudes, notamment dans le nord, on a plus de risques d'avoir cette maladie que si on vit au niveau des tropiques et de l'équateur. Et puis le système immunitaire, évidemment, qui est touché dans cette maladie, qui est aussi le siège de la majorité des traitements qu'on a aujourd'hui. Ce système immunitaire joue bien sûr évidemment un rôle dans le développement de la maladie. Il est un peu suractivé et il crée ces fameuses plaques qui sont à l'origine des symptômes. Alors, qui dit euh, facteurs et pronostics, on a des facteurs non modifiables, notamment le sexe masculin, l'âge avancé, la descendance et l'origine, si on en a avec la sclérose en plaques, une sévérité de la maladie, et si on a beaucoup de lésions dans le cerveau, si on en a peu ou dans la moelle. Et puis notre environnement, c'est quelque chose sur lequel on peut relativement peu influencer en tout cas. Par contre, on a des facteurs modifiables. Et qui dit modifiable, ça veut dire qu'on peut au quotidien réfléchir à comment améliorer les choses pour, diminuer les risques que la maladie se développe, et aussi lorsqu'on a le diagnostic qui est posé, avoir une évolution qui est moins grave. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, la cigarette, elle augmente non seulement le risque d'avoir plus souvent une sclérose en plaques, mais que si on a ce diagnostic et qu'on fume, la progression de la maladie est aussi plus rapide et plus importante. C'est identique pour la vitamine D. Les hormones jouent un certain rôle, c'est important. Les hormones jouent aussi un rôle sur le système immunitaire. L'obésité est un élément défavorable de la maladie, donc c'est souvent paradoxal. Avec cette maladie, on diminue notre mobilité avec le temps et on a une tendance peut-être à avoir un peu d'embonpoint et du surpoids, et il faut donc un peu lutter la contre puisque c'est un facteur défavorable sur l'évolution de la maladie. On sait aujourd'hui que l'excès de cholestérol est aussi probablement délétère, et puis l'alimentation, elle joue un point important, notamment tout ce qui est malbouffe, ce qu'on appelle les radicaux libres, les mauvais gras, et puis l'excès de sel. Sur ces points-là, on peut agir. Et qui dit aujourd'hui traitement de la sclérose en plaques, c'est pas uniquement les traitements qui vont modifier l'évolution, ceux que vous connaissez par corps, que vous avez plus ou moins essayé ou plus ou moins changé, que ce soit les injectables, les interférons, je passe toute la liste, Gilenya, Tecfidera et tous ces médicaments que vous connaissez bien, Ocrevus et autres. C'est les traitements qui modifient le système immunitaire, mais il n'y a pas que ça à faire pour s'occuper des points importants de la maladie. Et agir sur ces facteurs modifiables, c'est quelque chose qui est important et qu'on doit essayer de faire au quotidien. Je vous disais tout à l'heure, l'alimentation, elle joue un rôle qui est important, et aujourd'hui, on a pu démontrer par différentes études que ce qu'on appelle en gros la malbouffe a tendance à changer notre microbiote, donc notre pool de bactéries qu'on a dans notre système digestif. Vous savez qu'on a des millions et des millions de bactéries dans notre système digestif, et qu'elles participent aussi à une certaine activité du système immunitaire. Et selon le type de bactéries qu'on a, selon le type de microbiote, donc de sels qu'on a dans notre intestin, on va avoir des réactions inflammatoires ou des réactions anti-inflammatoires qui vont se développer. Donc manger une alimentation riche en fibres, en légumes, ce qu'on appelle une nourriture saine méditerranéenne, c'est quelque chose qui est positif et qui diminue l'inflammation, alors que la malbouffe classique, le McDo Light like pour ne pas citer des marques, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à activer les phénomènes inflammatoires. Sur le déclenchement de la maladie, je ne vous apprends rien. Grâce à ces différents éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, le problème, c'est que la maladie ne se déclenche pas chez tout le monde la même chose. Pour certains patients, la génétique joue un certain rôle, et puis un jour, on est confronté avec un élément, un facteur environnemental qui va mener à la sclérose en plaques.
Pour d'autres patients, c'est un problème génétique avec peut-être une carence en vitamine D et puis un autre facteur qui va le provoquer. Pour certains, c'est peut-être la génétique avec une présence d'un virus à un moment donné, comme par exemple le virus de la mononucléose qu'on appelle Epstein-Barr, qui peut être à l'origine du déclenchement de la maladie. C'est là qu'on voit à la fin, tous ces patients auront une sclérose en plaques, mais le processus par lequel la maladie s'est déclenchée est différent d'un patient à l'autre. Donc, là aussi, dans le cadre du diagnostic de la maladie, beaucoup de patients se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est là? Et comment ça se fait que j'ai attrapé cette maladie? Et c'est souvent un facteur de stress et aussi un facteur parfois de déni de la maladie en pensant que certains comportements étaient inadéquats. On ne sait pas vraiment aujourd'hui, mais vous voyez que plusieurs voies permettent à différents patients de finalement aboutir à cette réaction inflammatoire disproportionnée qui va être à l'origine de la sclérose en plaques. Aucune cèpe ne ressemble à une autre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la comparaison n'est vraiment pas raison. Et quand on parle de symptômes, évidemment qu'il y en a une quantité importante. Certains sont plus ou moins fréquents chez les patients. Il n'y a pas non plus de cèpe typique. Euh, il y a plein de symptômes qui peuvent arriver chez certains patients. Vous connaissez, vous voyez ici la fatigue, des pertes d'équilibre, des douleurs, des problèmes cognitifs, des tremblements, des problèmes de vertige, de fourmillement visuel, les troubles urinaires. Ce sont tous des éléments qui, chez certains patients, sont marqués, chez d'autres sont moins marqués. Et aussi au cours de la maladie, ces choses peuvent évoluer, apparaître dans le cadre de poussées, éventuellement s'améliorer par la suite ou perdurer si les voies qui touchent justement ces symptômes sont touchées de manière importante. Donc c'est de nombreux visages et ça prend une forme différente d'un patient à l'autre. Pourquoi est-ce que finalement on a ces symptômes qui sont si différents d'un malade à l'autre? Tout simplement parce que vous voyez que le système nerveux, qui comprend le cerveau et la moelle épinière, c'est un grand organe étendu dans l'espace et suivant la zone du cerveau de la moelle qui est touchée par ces réactions inflammatoires, ces plaques, on aura des symptômes qui sont différents. Le cerveau, la partie arrière s'occupe de la vision. Si vous n'avez pas de plaque à cet endroit-là et qui n'est pas affecté, il y a peu de chances que vous ayez des répercussions sur votre vision. Si vous n'avez pas d'atteinte de la moelle épinière étendue, la probabilité qu'il y ait un développement vers, par exemple, des troubles de la marche sévères ou des problèmes sphinctériens sont plutôt plus rares, par exemple. Et voilà pourquoi d'un patient à l'autre, on a des symptômes qui sont parfois là et chez d'autres pas du tout. Mais parmi les symptômes classiques qu'on connaît, il y a bien sûr des troubles de la vue, l'équilibre peut être évidemment altéré, la fatigue c'est quelque chose de fréquent, on va y revenir, des troubles urinaires, des problèmes de troubles de la sensibilité et de force aussi et de douleur. Pourquoi? Parce que les voies qui s'occupent de la sensibilité, de la douleur et de la force, elles sont très étendues dans le système nerveux au niveau du cerveau et de la moelle, et donc il suffit qu'on ait une plaque quelque part pour qu'on ait de temps en temps un de ces symptômes qui apparaissent. Des problèmes cognitifs, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la mémoire qui est un peu moins performante, des problèmes de langage et d'autres problèmes qui peuvent survenir, comme par exemple des changements de comportement, des changements d'émotion qui peuvent évoluer dans le temps. Bien sûr qu'on peut avoir des problèmes de sexualité, soit par déficit lié aux émotions, à la libido ou éventuellement à l'envie sexuelle, soit par des problèmes mécaniques, parce que voilà, du point de vue des organes sexuels, ça fonctionne moins bien à cause de l'atteinte neurologique. Et puis la spasticité, cette espèce de raideur qui se développe dans les muscles à la longue, liée à ces atteintes inflammatoire du système nerveux, c'est quelque chose qui est aussi assez classique avec les maladies qui progressent. Ce qui est important de réaliser, c'est que finalement, avant la CEP, et c'est une étude qui est sortie d'ailleurs tout récemment, qui est intéressante, qui montre que 5 ans avant le diagnostic formel de la sclérose en plaques, les patients qui vont avoir ce diagnostic vont avoir beaucoup plus fréquemment des consultations chez des médecins généralistes ou spécialistes pour différents problèmes qui sont assez banals comme ça, mais qui
sont ce qu'on appelle probablement des prodromes, des éléments qui montrent déjà que le système nerveux a des défaillances et ne fonctionne pas correctement. Et parmi ces troubles, on sait qu'ils consultent plus souvent chez le dermatologue, il y a des problèmes de côlon irritable, de troubles du sommeil plus fréquents, des douleurs un petit peu variées, parfois avec des diagnostics erronés de fibromyalgie qui sont mis en avant. Il y a des migraines et des maux de tête qui sont aussi plus fréquents. La fatigue commence également avant le diagnostic de la maladie dans bon nombre de cas. On peut avoir des problèmes urinaires, des phénomènes d'infection qui surviennent plus fréquemment. Et puis, on a remarqué qu'on avait moins souvent des grossesses dans les 5 ans qui précédaient, à âge égal avec des patientes qui n'ont pas de CEP. Ça veut dire que quelque chose se passe probablement dans l'environnement général de la personne, qui explique aussi pourquoi la personne est peut-être moins bien, ou moins encline, ou moins sujette à avoir des rapports et finalement à avoir une grossesse. L'anxiété, la dépression, c'est aussi des choses qui sont plus fréquemment là. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que parmi ces symptômes qu'on voit là sur l'écran, ben, c'est des choses que on va avoir comme symptômes par la suite dans le cadre de la maladie et dont on va aussi devoir s'occuper pour traiter ces éléments de façon à améliorer la situation quotidienne. Donc je vous le disais tout au début de ma présentation, dans le traitement de la sclérose en plaques, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs aspects, hein. On a ces fameux traitements de l'évolution, qui sont ces fameuses molécules qui tendent à freiner l'activité du système immunitaire, mais on doit bien sûr traiter les poussées quand elles surviennent, hein, avec les corticoïdes, la cortisone, et puis traiter les symptômes. Selon la maladie que l'on a, on a des symptômes différents qui apparaissent et il faudra faire appel à certains spécialistes pour certains problèmes différents. Et c'est pour ça que, de mon côté, ce qui me paraît toujours essentiel dans une maladie de sclérose en plaques, c'est que le patient ne soit pas uniquement référé à son neurologue. Parce qu'au cours de la maladie, il est hautement vraisemblable que vous ayez besoin comme patient d'autres spécialistes que le neurologue. Et donc, le médecin traitant joue un rôle fondamental. Il doit connaître votre maladie, connaître les différents symptômes que vous avez, de façon à aussi pouvoir vous orienter le jour où vous avez besoin chez un neurologue. C'est lui qui va s'occuper des problèmes urinaires et c'est pas le neurologue qui va euh, régler définitivement le problème de votre vessie neurogène, par exemple. Donc, la place du médecin traitant, ce binôme médecin traitant et neurologue me paraît essentiel dans cette maladie pour éviter justement de passer à côté de traitements symptomatiques qui sont importants parce que quand c'est bien fait, ça change la vie au quotidien et ça améliore la situation générale. Donc, il faut penser dans ces traitements symptomatiques, ça ne va pas changer le cours de la maladie, n'est-ce pas? L'idée, c'est que quand on a un souci avec une problématique qui intervient, on va voir le spécialiste, on met en œuvre des traitements pour que le confort soit meilleur au quotidien. Hein, la spasticité, ça engendre des douleurs, des difficultés de mobilité. Quand elle est mieux traitée ou mieux approchée et surtout suivie, on peut diminuer ces douleurs, diminuer ces problèmes de mobilité et donc avoir une maladie qui est mieux vécue au quotidien et un bien-être qui est augmenté. Parmi ces symptômes spécifiques, qui sont donc fréquents, on les a vus tout à l'heure comme prodromes, c'est-à-dire ce qui peut arriver avant la maladie dans les 5 ans, vous voyez qu'on les retrouve aussi au courant de la maladie, et c'est une liste qui est longue, elle n'est pas définie, hein. Vous avez fatigue, intolérance à la chaleur, douleur, problèmes urinaires et digestifs, etc. Vous voyez qu'il y a une longue liste comme ça de problèmes. Et quand vous la lisez, si vous êtes patient, si vous avez des proches qui ont été confrontés à cette maladie, ben vous reconnaissez des symptômes qui sont parfois fréquents et qui peuvent survenir. Alors, par manque de temps, on va bien sûr pas pouvoir passer en détail et en revue tous ces symptômes en particulier, mais on va aborder quelques symptômes en voyant quelle est l'approche et surtout quelles sont les pistes de traitement qu'on peut éventuellement mettre en avant. Alors, un élément qui est important dans la sclérose en plaques, c'est la fatigue. Elle touche plus de 80% des patients. Mais la fatigue, c'est un problème complexe parce que, intriqué dans la fatigue, on peut avoir des phénomènes de dépression. Comme on a des troubles du sommeil, ça peut impacter sur la fatigue de la maladie. On peut avoir des stress réactionnels, par exemple au moment du diagnostic, au moment de certaines poussées, au moment de changer de traitement. Tout ça, ça engendre des stress et ça peut être aussi des éléments qui nous font penser que c'est une fatigue alors qu'il s'agit d'autre chose. Et puis l'effet secondaire de certains médicaments,
peut engendrer aussi de la fatigue. Donc déjà, quand on parle de fatigue, c'est pas j'ai une sève, je suis fatigué, tout est normal. C'est j'ai une fatigue, d'où est-ce qu'elle vient par rapport à la maladie? Est-ce qu'éventuellement il y a autre chose là derrière sur lequel on peut travailler pour voir si on peut améliorer la situation? Et donc, parmi les stratégies pour essayer d'améliorer la situation, il y a tout ce qu'on peut faire de non médicamenteux qui est important, et puis il y a les traitements qui peuvent de temps en temps aider dans les situations. Alors, ce qui est paradoxal, c'est quand on est fatigué, on sait aujourd'hui qu'il faut garder une activité suffisante et des exercices adaptés avec des périodes de repos. Pas en faire trop, mais surtout ne pas en faire pas assez. Parce qu'on sait que la fatigue de ce côté-là est moins bien jugulée si on a un manque d'activité physique. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des stratégies actives. Et puis aussi des stratégies actives de refroidissement. On connaît ce phénomène où lorsque on est en température, au soleil ou à la chaleur, on peut avoir un système nerveux qui fonctionne un peu moins bien, des symptômes de poussée qui ressortent, et on va en parler aussi tout à l'heure. Donc, les stratégies de refroidissement sont importantes. Et puis, la thérapie cognitivo-comportementale, où on va confronter avec un thérapeute ces problématiques de fatigue, d'où ça vient, discuter du quotidien. On sait que c'est des choses qui vont améliorer la fatigue du patient. Et on peut le faire même si pendant 15 ans, on n'a rien fait pour la fatigue et qu'on a envie de prendre les choses en main, on peut s'engager dans ces stratégies non pharmacologiques et avoir une amélioration qui survient dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir et on peut essayer de faire quelque chose. Et tout ne passe pas par les médicaments. Il faut donc éduquer les patients, hein, et vous, les patients, s'auto-éduquer pour réfléchir à la situation. Alors, ce qui est difficile, c'est que la fatigue, ben, c'est un moteur qui nous empêche d'aller de l'avant et de motiver, et on a envie de ne rien faire parce que la fatigue est là. Mais le fait de se motiver et d'aller de l'avant avec des activités, ben, ça permet souvent d'améliorer les choses. Mais il faut aussi prévoir des périodes de repos qui sont nécessaires pour récupérer après. Puis parmi les traitements médicamenteux, on a la chance de pouvoir avoir de temps en temps des médicaments qu'on met en place. Alors c'est, pour simplifier les choses, c'est souvent des excitateurs du système nerveux, hein, qui vont agir comme ça. Il y a aussi des effets secondaires. Les effets ne sont pas brillantissimes et il faut bien dire que c'est assez rare qu'on arrive à des techniques médicamenteuses pour gérer les fatigues, et c'est plutôt réservé aux situations où vraiment c'est extrême. Je vous parlais tout à l'heure de l'intolérance à la chaleur. Alors, c'est un phénomène qui a un impact sur la plupart des patients. Qu'est-ce qui se passe au moment où on est en situation de chaleur, typiquement à la plage, dans un bain trop chaud ou en plein été au soleil, ou alors quand on est dans une pièce où on transpire abondamment et qu'il y a peu d'air? Certains patients décrivent des aggravations des symptômes préalables de poussée. Par exemple, si un patient avait de la difficulté à s'exprimer, il peut subitement être franchement gêné. Si un patient avait un trouble moteur, par exemple, sur un pied, avec la difficulté à se mobiliser, ben, ça peut être plus marqué et plus difficile. Des problèmes de sensibilité peuvent ressortir. Bref, toutes les voies et tous les symptômes qui étaient présents avant peuvent s'aggraver au moment où ça survient. Et c'est à l'origine d'une baisse de performance, soit physique, soit intellectuelle. Et la dégradation, elle survient souvent vite. Il suffit de quelques minutes à quelques heures en situation de chaleur pour qu'on ait l'apparition de ces symptômes. Donc il faut aussi agir, et la stratégie, c'est refroidir. Pourquoi ce phénomène du TOF, comme on l'appelle, existe? Eh bien, c'est tout simple. La myéline, qui est cette gaine des nerfs dans le cerveau qui est touchée dans les plaques de sclérose en plaques, cette myéline-là, elle permet d'avoir une circulation de l'électricité dans le cerveau qui est rapide. Et quand elle n'est plus là, malheureusement, la circulation électrique, elle est dépendante de pas mal de facteurs, dont la température. Et quand il fait chaud, cette circulation électrique se fait moins bien. Et c'est pour ça qu'on a des symptômes qui ressortent. Mais c'est très important de séparer ce symptôme-là d'une poussée. C'est pas la même chose. Un phénomène du TOF survient assez rapidement dans une situation de chaleur. On a une dégradation au cours de quelques heures. Et puis, si on diminue
ces températures par les stratégies de froid, hein, des packs de froid, une douche refroidissante, on se met à l'ombre, les symptômes vont disparaître ou régresser et on revient dans la situation normale de notre état neurologique. Donc, en définitive, à la différence d'une poussée où on a des symptômes qui progressent d'heure en heure, qui progressent le lendemain et qui durent quelques jours et qui souvent se développent sur quelques semaines avant de s'améliorer, le phénomène du TOF, c'est quelque chose qui dure plutôt quelques minutes à quelques heures et qui tend à disparaître. Alors, c'est parfois une crainte pour le patient au début parce qu'il a l'intime conviction qu'il est en train de refaire une poussée parce qu'il a des nouveaux symptômes ou des vieux symptômes qui ressortent. Donc, c'est important d'acquérir ces idées, ces stratégies, de ne pas abuser de situations qui créent ce genre de trouble parce que c'est gênant. Et puis voilà, ça peut créer un certain stress. Phénomène important à savoir, ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que le phénomène du TOF, c'est vraiment un problème de conduction électrique. Si vous allez au soleil l'été, ça ne va pas aggraver votre maladie. Bien au contraire, même si vous avez ces phénomènes qui arrivent. Si vous prenez un bain chaud et que vous avez des symptômes neurologiques qui s'aggravent, ça ne va pas aggraver votre maladie ou la faire progresser plus vite. C'est un phénomène physique, technique. Voilà, c'est un point important et donc vous n'avez pas besoin de vivre dans un frigo 365 jours dans l'année pour dire voilà, surtout pas de chaleur parce que c'est mauvais pour ma maladie. Mais effectivement, quand ça vient, c'est gênant et vous pouvez adopter des attitudes. Les douleurs, alors voilà, c'est un vaste sujet, hein. Les douleurs, je l'ai effectivement écrit là. Il faut savoir que il faut différencier les types de douleurs. C'est très variable, hein. Certains patients la présence des douleurs est là que chez 30% des patients, dans certains cas c'est 80%, ça dépend un petit peu ce qu'on décrit et les types de populations qu'on analyse. Elle peut être donc centrale dans le système nerveux liée à une atteinte justement des structures qui interprètent ou qui véhiculent la sensation et les douleurs. Elle peut être dans les muscles, dans les articulations, liées à la spasticité, il manque par exemple un mot là, et puis elle peut être articulaire, liées justement à une mobilité réduite et puis par exemple au surpoids ou à d'autres éléments. Donc il faut bien séparer le type de douleur, c'est pas parce qu'on a mal que c'est toujours la même chose et les moyens d'agir, les stratégies vont être différentes selon le type de douleur que l'on a. C'est quelque chose qui est subjectif aussi, le neurologue ou le médecin a de la difficulté à vous voir et analyser de manière parfaite ou très évidente la douleur, c'est quelque chose qui est subjectif, donc il faut aussi discuter et percevoir la manière dont le patient ressent ses douleurs. Et certains patients, pour des stimulus douloureux qui sont importants, vont beaucoup moins se plaindre que d'autres, et vice-versa. Et l'important, c'est d'être à l'écoute de ce que vous avez et de ce qui vous dérange. C'est ça qui va être important, et c'est comme ça qu'on va permettre d'améliorer votre quotidien. Donc, bien comprendre l'origine, le type et le développement, c'est important. Évaluer les risques qui sont ressentis à terme et puis adapter les thérapies. Il y a de nouveau plusieurs aspects différents dans les traitements qu'on peut mettre en marche. Bien sûr, des thérapies qui sont non médicamenteuses, qui fonctionnent pas seulement dans la sclérose en plaques, mais dans plein de maladies sur la douleur, l'hypnose, l'acupuncture, d'autres médecines alternatives, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, de la physiothérapie. Quand il s'agit d'un problème musculo-squelettique, la physiothérapie va améliorer les choses. Et puis de temps en temps, on a recours à des médicaments, on a un large éventail à disposition, mais avec des indications qui sont différentes et qu'il faut intégrer en fonction de la situation et aussi des effets secondaires qui peuvent apparaître. Vous voyez que parmi les douleurs typiques qui surviennent assez fréquemment, à peu près un patient sur deux a des céphalées, des maux de tête. La névralgie du trijumeau, c'est une douleur violente, fugace qui touche la joue, souvent d'un côté. C'est plus rare, mais ça peut être très gênant. Un patient sur 5 va avoir des douleurs de dos. Il y a aussi des douleurs qui sont peu connues, et qui sont parfois décrites comme quelque chose d'un peu psychique, mais il faut les connaître, hein. Le signe de l'accolade, ou quand vous faites un geste avec vos mains pour embrasser quelqu'un ou pour faire une accolade, vous avez une brûlure ou une oppression thoracique brutale. Ça, c'est quelque chose qui peut survenir dans le cadre de lésions de la moelle située au niveau du thorax. Et voilà, c'est des signes qui peuvent être là et qui peuvent de temps en temps vous surprendre, ne pas trop savoir de quoi il s'agit.
fait de les connaître ou de les reconnaître permet aussi de les traiter et de mieux éviter les situations qui les déclenchent. Le signe de l'hermite aussi, c'est une atteinte souvent de la moelle épinière au niveau du cou, ou lorsque l'on a une flexion de la tête vers l'avant, on a cette décharge électrique qui survient dans la colonne, dans le bas du dos et qui peut aller jusque dans les jambes parfois, qui est vraiment liée à cette flexion. Et c'est des signes comme ça qu'il faut reconnaître. Voilà. Et puis on peut avoir plein de douleurs diverses, douleurs dites neuropathiques, où on a des sensations d'élancement, d'engourdissement, des décharges électriques, des sensations de picotement, des problèmes de douleurs pulsatiles et des sensations de brûlure. Tout ça, c'est des choses qui sont spécifiques de certains problèmes et qui sont différentes d'un patient à l'autre et qu'il faut essayer justement de sérier de façon à traiter de manière le plus optimale possible. Alors, si on rassemble un petit peu en grand groupe ces douleurs, vous voyez que les douleurs musculo-squelettiques, c'est-à-dire qui touchent les muscles, les articulations, souvent liées à la spasticité, ça représente plus de la moitié des douleurs générales dont les patients souffrent. Les douleurs neuropathiques proprement dites, liées à un problème neurologique derrière tout ça, ça touche à peu près un patient sur 5, et puis il y a à peu près 23% de patients qui n'ont pas de douleur particulière. La localisation aussi des douleurs musculo-squelettiques, elle n'est pas identique pour toutes les articulations. Vous voyez qu'on a fréquemment le dos qui est touché, la nuque, et puis un petit peu moins la partie du haut du dos. Et puis dans les articulations, vous avez typiquement l'épaule, de temps en temps les poignets, les mains, et puis les genoux sont fortement touchés, chez près de 40% des patients. Bien sûr, le pourcentage dépasse 100 parce qu'on peut avoir plusieurs articulations qui sont douloureuses et touchées. Donc, pour les stratégies thérapeutiques de la douleur, c'est avant tout reconnaître à quoi elle correspond, d'où elle vient, décider de ces stratégies souvent multiples, c'est-à-dire non pharmacologiques, avec des traitements, des thérapies accessoires, des médecines alternatives et aussi des traitements médicamenteux qui peuvent aider et qui sont utiles. La seule chose qu'il faut savoir avec les médicaments, c'est que plus vous montez dans la puissance des médicaments antidouloureux, plus vous avez potentiellement des effets qu'on appelle sédatifs, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont de temps en temps vous tasser et vous donner une impression d'être un peu endormi. Alors quand on a déjà une fatigue et une maladie qui n'est pas très énergisante comme ça, c'est pas toujours facile et les médicaments peuvent parfois avoir aussi des effets secondaires qui sont difficilement tolérables. La dépression et l'anxiété, c'est quelque chose aussi de fréquent, avec, vous voyez, des facteurs qui sont souvent associés. Hein. Ça peut être, la dépression, c'est associé à des symptômes de la SEP, comme la douleur, la fatigue, des problèmes cognitifs, des facteurs sociaux, familiaux, professionnels. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Les problèmes hormonaux ou endocriniens qui peuvent survenir aussi quand la sclérose en plaques touche certaines zones du cerveau. La dérégulation auto-immune que l'on a dans la SEP, c'est quelque chose qui est aussi à l'origine qui augmente le risque finalement d'avoir une dépression. Et puis certaines lésions cérébrales dans des endroits précis peuvent favoriser la survenue des dépressions. Là, la stratégie, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut penser aux psychothérapies. Alors, il y a beaucoup de patients qui sont assez réticents. Ils disent, écoutez, docteur, vous êtes bien gentil, ça fait une maladie que j'ai déjà depuis 10 ans, puis vous voulez m'envoyer chez le psychiatre, alors vous oubliez, c'est pas pour moi. Alors, le problème, il faut pas négliger ce problème psychique. Toute maladie chronique est souvent difficile à vivre parce que c'est un poids psychique, c'est un poids émotionnel, c'est un poids personnel. Il y a une part de diable et de démon en nous qui se bat contre un diagnostic qu'on refuse, un diagnostic qu'on accepte plus ou moins avec le temps, et aussi une évolution de la maladie. Quand une poussée survient, il y a des choses qui nous remettent à terre et qui rendent la situation plus compliquée. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là et avoir un soutien psychique dans le courant de la maladie, surtout quand elle est chronique et qu'elle a des conséquences lourdes, c'est un point qui est important. Vous pouvez le faire avec la famille, des proches, des amis. Je déconseille quand même à la plupart des patients et des familles en général que
que les époux, les épouses ou les enfants deviennent les infirmières ou les docteurs des patients, parce que ça crée une relation qui est un peu compliquée. L'aide, s'épauler, c'est important, mais pas transformer quand même ses proches en thérapeute ou en médecin ou en infirmière, c'est quelque chose de compliqué dans une relation aussi au long cours pour la santé de la famille, du couple et des relations. Donc, vous pouvez le faire bien sûr avec des proches, des amis, mais les thérapeutes, les psychologues et aussi les psychiatres sont là pour travailler aussi sur ces aspects-là. Celui qui va voir un psychiatre n'a pas forcément une maladie psychiatrique ou un diagnostic psychiatrique, hein. Aborder ces sujets qui rendent la vie compliquée, qui sont intriqués avec d'autres difficultés qu'on a au quotidien, c'est quelque chose qui est souvent bénéfique à terme. Il ne faut pas négliger ce soutien qui est important. Et de temps en temps, bien sûr, on peut aider la situation avec des médicaments de différentes familles pour aider. La spasticité, c'est un élément qui est important avec les troubles moteurs et de la marche, et c'est évidemment la crainte de tous les patients d'avoir une dégradation de leur autonomie de marche, et avec ce point ultime de la canne ou de la chaise roulante qui est finalement quelque chose de critique dans la maladie. Ce qu'on peut évidemment comprendre et qui est tout à fait naturel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de ces problèmes de marche et de spasticité en général, et c'est vrai que la faiblesse, la spasticité, la fatigue, des problèmes visuels, des problèmes d'équilibre, tout ça, ça peut aggraver des difficultés de marche, et il faut bien les intégrer aussi pour savoir comment est-ce qu'on va traiter. Alors la physiothérapie est déterminante, et l'ergothérapie, elles doivent être adaptées à la situation, hein. Souvent, il faut imaginer que la spasticité va avoir tendance un peu à enraidir les muscles, les tendons, un peu à les raccourcir, à diminuer l'activité. Donc les positionnements, les étirements, les activités qui évitent justement ce recroquevillement des muscles, c'est quelque chose qui est important. Et puis on peut aider avec certains médicaments à assouplir un peu ces muscles de façon à ce que ça aille un petit peu mieux. La marche joue un rôle important et on sait qu'elle peut être parfois améliorée chez un tiers, un quart des patients qui répondent spécifiquement à un patient, la midopyridine, la fampridine, et ça va améliorer l'état de la marche, mais ça ne veut pas dire que on a une amélioration de la maladie elle-même. C'est vraiment un effet spécifique sur la marche. Et puis on peut adjoindre la toxine botulique et d'autres traitements qui peuvent être utiles. Les problèmes urinaires et digestifs, c'est aussi quelque chose de fréquent. Par exemple, là, les problèmes urinaires, c'est 75% des patients. Alors, on peut aussi avoir différentes choses, hein. Dire qu'on a on a de la peine ou qu'on ne va pas aux toilettes, ça ne suffit pas. La question est de savoir si on a des urgences, des incontinences, ou si c'est des problèmes de rétention ou de vidange. Et parfois, c'est une combinaison des deux. Ça peut être surajouté à des infections. Et là, encore une fois, les traitements sont très différents. Soit il faut soulager la vessie, soit il faut peut-être la stimuler un petit peu. Et c'est des traitements, des évaluations qui sont difficiles et on ne peut pas, avec un simple examen neurologique ou avec votre médecin traitant, poser un diagnostic juste et certain. Et il faut faire un bilan urodynamique, souvent chez un neurologue, de façon à savoir quel est le problème et comment est-ce qu'on peut le traiter de manière la plus optimale. Là aussi, les stratégies, elles sont différentes selon qu'on ait une incontinence ou une rétention. Et puis, on a différentes choses qu'on peut mettre en place, soit des médicaments, soit des traitements par sondage. On peut aussi faire du botox au niveau de la vessie. Et puis, penser à l'hydratation, d'autres traitements, et puis des techniques de physiothérapie, voire de la neuromodulation, c'est-à-dire mettre des stimulateurs qui vont activer certaines régions. Les troubles sexuels, c'est quelque chose qui est variable, mais vous voyez que c'est quelque chose de fréquent. Globalement, quand on questionne les populations, on voit qu'un patient sur deux avec la CEP dit avoir un problème sexuel ou que sa sexualité est différente qu'auparavant ou avant qu'il y ait eu un diagnostic de CEP. Alors de nouveau, le problème de la sexualité, je l'ai un peu abordé avant, est différent. On peut avoir un problème de libido, de stimulation, d'envie sexuelle ou d'orgasme, par exemple. Mais évidemment, on peut avoir des problèmes aussi intriqués qui viennent poser un problème dans les troubles sexuels, des pertes de sensations,
un assèchement, par exemple vaginal, on peut avoir des douleurs lors des rapports, on peut avoir des problèmes mécaniques d'érection. Tout ça, c'est des phénomènes différents qui vont poser un problème dans la relation sexuelle ou dans la stimulation sexuelle et qui va se traduire par finalement euh, une sexualité qui est moins bonne ou qui n'est pas celle qu'elle était avant. Donc il faut bien regarder quel est le problème, il faut aussi l'aborder de manière posée et ne pas hésiter à en parler avec son médecin traitant, avec son neurologue, de façon à cerner le problème, parce qu'on a aussi beaucoup de stratégies qui permettent d'améliorer la situation. Il y a des fois des médicaments tout simplement qui vont aggraver le risque d'avoir des problèmes sexuels, donc des effets secondaires désagréables, et lorsqu'on change ou qu'on arrête le médicament, ben, ces problèmes s'améliorent. Il faut traiter les douleurs et la spasticité, gérer la fatigue. Les problèmes urinaires, il faut les traiter parce que évidemment ils sont impliqués, ça peut causer des soucis au moment de la relation sexuelle. Et puis, les médicaments peuvent être introduits et améliorer la situation, soit pour des problèmes d'érection, soit pour les problèmes vaginaux, par exemple pour la lubrification, ou des phénomènes anesthésiques qu'on peut induire pour diminuer, par exemple, des douleurs. La stimulation mécanique peut être utilisée. Là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui peut être évoqué ou partagé avec, par exemple, un sexologue si nécessaire. Et puis, toujours un concilium important, urologique chez un homme et chez une femme, et gynécologique aussi chez la femme, pour être sûr qu'on n'ait pas d'autres problèmes des organes génitaux ou sexuels qui peuvent être impliqués dans ces différents troubles. Et puis, ne pas hésiter à aborder la situation en couple quand il s'agit aussi d'un problème sexuel. Hein. La sexualité touche soi-même, mais aussi le partenaire avec qui on a la relation. Et là aussi, c'est important aussi d'aborder le sujet avec des spécialistes de façon à ce que on retrouve et on ait une certaine adaptation de la sexualité en fonction des difficultés ou des problèmes qu'on rencontre. Les médecines complémentaires jouent un rôle important, comme vous avez pu le comprendre, et pourquoi elles sont importantes? Parce elles permettent d'avoir un impact sur différents aspects, notamment le bien-être, notamment les douleurs, notamment différentes autres choses. Et on sait que 2 tiers des personnes atteintes de CEP ont finalement quelque part besoin et recours à ces situations. Donc, elles se retrouvent dans la même situation que vous. Donc, quelque part, à un moment donné ou à un autre, beaucoup de patients ont essayé, ont utilisé une partie des thérapies que vous voyez écrites là. Et je dis toujours, peu importe la technique, peu importe le moyen, l'important, c'est de la fin, c'est d'aller mieux. C'est de viser le bien-être, viser l'amélioration des symptômes de façon à ce que le quotidien soit moins difficile, moins pénible, un peu plus agréable et s'adapter à la situation, c'est une des meilleures formules aussi pour faire en sorte qu'une maladie chronique soit mieux vécue et moins difficile. Donc voilà, j'ai terminé avec ma présentation qui s'est un petit peu allongée, qui montre que finalement cette sclérose en plaques, ben, vous le savez si vous êtes touché ou si vous avez des proches qui sont touchés, c'est quelque chose qui bien sûr dont le patient est au centre, mais les spécialistes jouent un rôle important, les neurologues, les physios, d'autres thérapeutes, les réseaux de santé, les services sociaux parfois, le psychiatre, le psychologue, et puis aussi les réseaux de patients qui sont aussi déterminants pour discuter, pour trouver un truc. Là, c'est des choses qui sont bonnes, où les collègues ou les, les patients qui visitent ou les familles qui visitent les forums ou qui visitent aussi les groupes de patients peuvent se donner des aides, des trucs, un spécialiste qui a pu aider dans telle ou telle situation, et c'est des choses qui peuvent améliorer la situation au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On vise donc un bon neurologue, un bon généraliste, des spécialistes appropriés au bon moment, surtout une bonne communication, éviter les triangulations néfastes. Hein, c'est des choses qu'on vit aussi avec des patients qui vivent parfois des situations compliquées et complexes, qui mettent un petit peu en confrontation la proposition du médecin traitant, du neurologue et éventuellement du thérapeute, qui ont peut-être pas toujours la même manière d'aborder le sujet. Je crois qu'il faut penser à une vision complémentaire et c'est comme ça que ça va être le mieux. Hein, faire confiance, avoir de la patience,
mais aussi si vous avez des troubles et des difficultés, ne pas les banaliser. C'est pas parce que la fatigue est un symptôme connu de la SEP qu'on ne peut rien faire. Et si vraiment c'est un symptôme qui vous gêne, parlez-en, insistez auprès de votre médecin traitant, auprès du neurologue, de façon à ce qu'on essaie de trouver la bonne formule qui vous convient, qui convienne aux patients qui soient touchés, de façon à avoir une amélioration de votre situation à la longue et puis un environnement personnel, familial qui va mieux. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation et c'est volontiers que je suis à votre disposition pour les questions. Voilà, rebonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc là, j'ai déjà quelques questions. Donc, je vais juste vous les faire parvenir. Donc là, j'ai une question intéressante d'une participante. Donc, bonjour, ma question concerne le moment de l'information du traitement à donner aux patients nouvellement diagnostiqués. Est-ce une bonne chose d'annoncer le jour même de l'annonce du diagnostic, de demander aux patients de suivre de suite un bolus, donc un traitement de fond? N'est-ce pas mieux d'attendre une nouvelle consultation pour éviter que ça fasse trop en même temps pour le patient? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vraiment une excellente question et c'est un problème, je dirais, général de médecine. Comment aborder le diagnostic auprès du patient pour qu'il soit le mieux vécu possible? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les patients ne sont pas identiques et tout le monde ne reçoit pas l'information la même chose. C'est valable pour tout dans la vie, mais c'est aussi valable en médecine et dans les différents problèmes médicaux. C'est comme quand on doit annoncer un cancer ou qu'on doit annoncer un AVC ou une maladie grave. Le timing est important. Bien sûr que le médecin va essayer de prendre les pincettes nécessaires pour le faire au mieux, mais de toute façon, il faut bien comprendre un élément qui est important, c'est qu'à un moment donné, que ce soit aujourd'hui ou demain, le diagnostic, souvent d'ailleurs, qui est presque suspecté par le patient parce qu'il a entendu parler ou parce que le médecin traitant lui a lâché un mot ou que le radiologue lui a lâché un mot sur une IRM qui sort, le patient a un doute et il redoute aussi que ce mot ou que ce terme de sclérose en plaques ou de SEP soit prononcé à la consultation. Un beau jour vient un moment où on est confronté à ce diagnostic. C'est dur et c'est comme ça pour un bon nombre de maladies, un bon nombre de diagnostics qu'on évoque. Donc on doit passer par ce moment difficile et à partir du moment où on a un diagnostic, on a toute une série de processus qui vont se mettre en place. Certains peut-être font un déni, refusent la situation, d'autres acceptent plus facilement. Et puis, à mesure que les jours avancent, les choses peuvent aller du bon côté. Alors, il est vrai on est comme médecin confronté à deux problèmes. On sait que retarder le diagnostic et aussi l'annonce du diagnostic fait qu'on va peut-être retarder le début du traitement et que ça peut aussi poser un problème parce qu'entre deux, on peut avoir une nouvelle poussée. On sait que quand on retarde le début du traitement, la maladie peut être plus grave et ce retard perdu au début, on ne peut jamais le rattraper. Donc, on doit à un moment donné avancer ce diagnostic, mais je crois que ce qui est important, c'est que voilà, il faut parler après de ce diagnostic et dire évidemment c'est un diagnostic comme il est en titre mentionné dans ma présentation, un diagnostic qui fait peur, mais aujourd'hui, en 2020, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui a la chance d'avoir une foule de thérapies d'approche qui sont vraiment efficaces pour les pousser au début de la maladie. Et on a un recul de connaissance aussi des traitements symptomatiques de la maladie qui est de plusieurs dizaines d'années. Donc, on peut, sans mentir aux patients, sans donner de faux espoirs, avoir une bonne chance pour une majorité de patients d'avoir une maladie qui est, on l'espère, assez bien contrôlée, mais on n'a jamais de boule de cristal. Comme dans toutes les maladies, il y a des patients qui, malgré tous les traitements qu'on va faire, vont se dégrader peut-être rapidement, et d'autres pas du tout. Mais par rapport à un diagnostic évoqué dans les années 60 ou aujourd'hui en 2020, notre arsenal thérapeutique, nos médicaments à disposition, il est très différent. Donc si on revient à ce diagnostic, oui, c'est quelque chose qui nécessite de l'attente, mais cette attente-là, que vous attendiez aujourd'hui ou 15 jours pour le dire, alors
c'est bien de ne pas précipiter tout en même temps, hein, le transfert chez les médecins, l'IRM, le diagnostic, puis parler du traitement dans la minute qui suit. Je pense effectivement que c'est pas adéquat. On a certainement quelques jours et quelques semaines, et comme vous le suggérez, 2 ou 3 consultations peut-être pour avancer sur les propositions, mais un beau jour, il faut avancer. Et le médecin est aussi là pour aider le patient à entrer dans sa maladie et le tenir par la main quand c'est difficile, mais c'est un moment, on sait, on le redoute. On n'a pas envie de dire au patient qu'il a une maladie chronique qui est entre guillemets incurable pour l'instant, mais on a aussi de bons arguments pour lui dire qu'on peut l'améliorer par la suite. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une autre question. Est-ce que les enfants peuvent avoir cette maladie? Et dans quel pourcentage à peu près? Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle des formes pédiatriques de la maladie et c'est décrit à très bas âge. Donc, même après quelques mois, il y a des cas de sclérose en plaques décrits. C'est très rare, faut bien le dire. Et c'est vrai que il y a 2 éléments qui sont à prendre en compte. C'est pas impossible que ce dérèglement immunitaire agisse et forme une sclérose en plaques dans le très bas âge. En général, le diagnostic, quand il est fait chez les petits ou les très petits, le pronostic est plutôt meilleur par la suite. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et on a aujourd'hui la possibilité aussi de traiter ces patients très jeunes avec des médicaments qui vont stabiliser la maladie au long cours. Donc, le pourcentage, c'est difficile à dire. On a déjà une difficulté à connaître exactement le pourcentage des cas adultes au sein d'une population, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme rare. Si votre question là derrière, c'est de savoir si, en étant adulte et en ayant la sclérose en plaques, si vos enfants ou éventuellement vos cousins ou nièces ou neveux auront un risque de développer la maladie, alors on sait que la proximité génétique, hein, elle joue un rôle, mais c'est pas une maladie héréditaire au sens où on l'entend. C'est pas je suis un adulte, j'ai une sclérose en plaques, donc mes enfants ont une chance sur 2 ou une chance sur 4 d'avoir la maladie. On n'en est pas là. Il y a de très rares formes familiales où là, effectivement, ça se propage vraiment de génération en génération, mais la plupart du temps, cette touche génétique, elle est relativement faible. Hein. On veut pour bon exemple que si 2 jumeaux, ce qu'on appelle univitellins, des vrais jumeaux qui viennent du même œuf au départ, si un des deux a la maladie, l'autre a à peu près 30% de chances de la développer. Donc vous voyez, c'est pas du 100%, même si leur matériel génétique est exactement identique. Merci beaucoup. Donc, c'était la question suivante à laquelle vous avez répondu. Merci beaucoup. Sinon, j'ai voilà, des remerciements pour cette excellente présentation. Et puis, donc, effectivement, enfin, notre webinaire, il sera sur notre site internet, il sera disponible en rediffusion. Donc, voilà, pour répondre à la personne qui a demandé ça. Et encore, voilà, encore des remerciements que c'était très, très clair, vos slides et votre présentation. Donc, j'ai pas d'autres questions qui sont survenues. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose encore. Ben, j'ajouterais de manière très courte comme ça une petite parenthèse par rapport au Covid. Hein, c'est quelque chose qui fait stresser un petit peu tous les patients, ce qui est logique, qui a fait stresser les docteurs aussi. On a l'avantage actuellement, l'avantage c'est relatif, hein, mais d'être à la deuxième vague. Donc on a une connaissance médicale un peu plus prononcée sur ce qui se passe. On avait des craintes de différentes choses. Peut-être que le fait d'avoir une CEP favorisait le risque d'avoir un Covid, ou que lorsqu'on était traité par certains médicaments, on pouvait avoir des Covid plus graves. C'est pas vraiment du tout la tendance que l'on voit. Et là, il faut être rassuré. On pense toujours que c'est des patients qui ont peut-être un risque supplémentaire. Donc, les mesures de distance, tout ça, c'est quelque chose de très important pour vous, mais n'ayez pas non plus une crainte extrême par rapport à la situation. On sait aujourd'hui que la maladie est assez bien vécue et plusieurs patients qui ont le Covid et qui ont la CEP ou qui ont même des traitements lourds n'ont pas forcément une maladie qui est plus grave et qui est plus problématique. Donc, ne vous faites pas trop de stress par rapport à ça. Si vous avez des soucis, parlez-en à votre médecin. Pour la plupart des traitements aujourd'hui, nous avons gardé les thérapies, les traitements qui se font de manière récurrente ou itérative, on les garde malgré les situations de Covid. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et une réassurance à avoir par les temps difficiles qu'on a avec ce Covid. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis très bonne fin de journée et bonne suite.
Merci beaucoup. En tout cas, aussi pour juste rebondir sur effectivement la thématique du coronavirus, si jamais on a aussi mis en ligne des recommandations du Conseil scientifique de la sclérose en plaques. Donc, vous pouvez vraiment aller jeter un œil. Je vous invite à voir ces différentes recommandations. Donc, ça confirme ce que vous disiez, Monsieur Bonvin aussi. Et par rapport à la sclérose en plaques et les enfants, là aussi, on vient de créer assez récemment toute une communication sur la maladie en bas âge, en fait. Donc, moi, je vais juste encore, avant qu'on termine le webinaire, je vais juste remontrer mon écran pour vous montrer les... pardon, attendez. Voilà, donc si vous avez encore aussi des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur l'infoline. Donc, on a nos assistantes sociales qui sont disponibles, notre infirmière, donc du lundi au vendredi de 9h à 13h. Vous pouvez sans autre appeler le 0844 737 463. Et donc, on a tout un programme aussi en ligne. Donc, on a mis davantage de webinaires dans cette situation de deuxième vague et de semi-confinement. Donc, vous avez un cycle de renforcement musculaire et d'équilibre qui a débuté la semaine dernière, mais c'est vraiment ouvert à tous, peu importe votre mobilité aussi. Il y a différentes options et puis donc vous allez toujours dans les limites que vous pouvez. Donc, on aura la deuxième session qui aura lieu demain à 17h et tous les jeudis en fin de journée à la même heure jusqu'à fin novembre. Ensuite, on a aussi une conférence qui aura lieu avec le docteur Dupaquier et un de ses collègues. Donc, ça sera sur la thématique de l'actualité des traitements. Donc, il fera un survol. Et aussi, il y aura en deuxième partie une thématique avec le sport lié à la sclérose en plaques. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur notre site internet. Et on a encore d'autres webinaires, en tout cas actuellement jusqu'à décembre, notamment aussi sur le microbiote intestinal et la sclérose en plaques. On a aussi la thématique de la résilience sur voilà, comment gérer la maladie en famille. Donc, tout ça se trouve sur notre site internet sur www.sclérose-en-plaque.ch. Voilà, en tout cas, je vous remercie, Monsieur Bonvin, encore, et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.